Une heure de plus dans la partie est du pays. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité au sommaire. Ouverture aujourd'hui à Luanda, en Angola, du sommet sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce sommet quadripartite de l'EIAC, la SADC, la CIRGL et la CEIAC va réunir 8 chefs d'État africains. Les ministres des pays membres de ces organisations régionales et sous-régionales étaient en réunion préparatoire hier lundi. Et puis, Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias de la République démocratique du Congo, a répondu aux questions de Dominique Tshibakala sur TV5 Monde. À 6 mois de l'élection présidentielle, quelle garantie le gouvernement congolais doit-il apporter pour des élections transparentes et inclusives? Le porte-parole du gouvernement a donné des éclaircissements. L'inspecteur général des finances, Gilles Alingueti, a reçu le week-end dernier le nouveau comité de la société Kobil dans son cabinet de travail, conduit par le président du conseil d'administration, Jean-Thierry Moussenepo. Ces nouveaux mandataires de l'État ont échangé sur la bonne gouvernance de cette entreprise pétrolière Kobil SA. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Je vous le disais à l'ouverture, Luanda se prépare à accueillir le sommet quadripartite sur la paix et la sécurité dans la partie est de la RDC. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement vont prendre part à ce sommet de Luanda. C'est notamment le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Je me tiens devant le magnifique hôtel intercontinental dans la ville portuaire de Luanda, en Angola, où se déroulent actuellement les travaux préparatoires du sommet portant sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Un sommet quadripartite réunissant les représentants de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, ainsi que de la communauté de l'Afrique de l'Est, la EAC, sous la supervision de l'Union africaine et en présence des Nations unies ainsi que de la MONUSCO. Comme tous les sommets se passent, vraiment en préparation, là vous avez des experts qui travaillent d'abord. Ils sont mis à travailler depuis avant-hier et hier. Et aujourd'hui c'était la réunion ministérielle, là où bien sûr les résultats des travaux qui sont sortis des experts, nous venons de les valider tout à l'heure, pour enfin le reverser demain au sommet des chefs d'État de la quadripartite. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, fera le déplacement ce mardi 27 juin pour participer à ce sommet quadripartite où prendront part également d'autres chefs d'État pour évaluer les décisions et les résolutions des sommets précédents tels que le processus de Nairobi, la feuille de route de Luanda, la Troïka de la SADC ou encore de la conférence de paix et de sécurité de l'Union africaine et tant d'autres encore pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Marie-Josée Missia, presse présidentielle. Il n'y a aucune dérive autoritaire quand il faut faire respecter l'autorité de l'État. Réaction du ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, qui répondait aux questions de Dominique Tshibakala sur TV5 Monde. On l'écoute. Sans parler de l'opposition qui n'est pas sur le plateau ce soir, mais que je pose au porte-parole du gouvernement, tous les candidats de l'opposition qui souhaitent se présenter, est-ce qu'ils pourront le faire? Je voudrais parler d'un opposant qui s'appelle Moïse Katumbi, dont le domicile a été perquisitionné, le sien, ainsi que celui de son collaborateur, et ses partisans dénoncent un harcèlement. Je voudrais pas aller dans l'individualisation. Nous avons commencé cette interview par une manifestation de l'opposition qui s'est tenue sans dégâts. Mais ici, il faut faire attention parce que vous savez que nous sommes sur plusieurs fronts, notamment le front sécuritaire à l'Est, et vous savez aussi, nous aurons l'occasion d'en parler, c'est qui peut se tramer de ce côté-là. Et lorsque nous percevons dans l'attitude de certains opposants des comportements qui peuvent toucher
à la sécurité du territoire, vous ne pouvez pas empêcher aux services de sécurité de faire leur travail. Et donc ici, il faut bien qu'on reste sur le terrain. Mais bien évidemment, vous avez suivi des chantres justement d'un certain camp politique dire que nous préparions la loi Tchani pour exclure un certain candidat. Vous avez vu que c'était dans le cadre qui parle d'une dérive autoritaire. Il n'y a aucune dérive autoritaire lorsqu'il faut faire respecter l'autorité de l'État. Il faut savoir que nous avons cette situation difficile à l'Est et d'ailleurs beaucoup pensaient que notre engagement démocratique serait mis de côté parce qu'il faut régler les problèmes de sécurité à l'Est, mais nous sommes déterminés. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent malheureusement que par la voie des urnes, ils ne pourront pas nous battre. En tout cas, aujourd'hui, nous n'entendons pas leurs idées parce qu'ils n'ont pas des contradictions à nous apporter dans le fond. Ils comptent miser sur la violence pour arrêter subitement le processus électoral et nous faire reculer. Et de ces points de vue, le président de la République a redit la fermeté qui est la sienne et nous, le gouvernement, nous allons nous aligner derrière lui pour que personne ne perturbe le processus démocratique que nous voulons consolider. C'est l'occasion d'inviter justement ces opposants à quitter tous ces subterfuges-là et de venir avec des propositions concrètes. Nous faisons la gratuité de l'enseignement, nous faisons la couverture santé universelle. C'est quoi leurs idées? C'est les Congolais ont besoin de les entendre sur ces sujets pour voir comment on fait redécoller notre pays. Résilience et reconstruction des micro, petites et moyennes entreprises pour le développement durable. C'est les thèmes retenus pour la célébration ce 27 juin de la journée mondiale et la journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. Le ministre Désiré Birionzi a mis l'accent sur la promotion de l'entrepreneuriat, socle de l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Marthe Mangazakala, la reportage. Mobiliser, sensibiliser et motiver les entrepreneurs en général et entrepreneurs congolais en particulier à prendre conscience qu'ils ont un rôle capital à jouer au sein de la société. Congolaises et Congolais, entrepreneurs des micro, petites et moyennes entreprises, chers compatriotes, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous et à l'opinion nationale à l'occasion de la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. En date du 6 avril 2017, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné la date du 27 juin de chaque année comme Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises, en reconnaissance de leur importance dans la réalisation des nouveaux objectifs de développement durable. Occasion pour les patrons de l'entrepreneuriat congolais, Désiré Nzinga Birionzi, d'inviter tout le monde au respect des lois régissant l'exercice du petit commerce et les commerces de détail. Cette année, cette journée est célébrée au niveau international sous les thèmes, je cite, résilience et reconstruction des micro, petites et moyennes entreprises pour le développement durable. Il s'agit, à mon sens, d'un thème fort et porteur d'espérance pour ces nombreuses micro, petites et moyennes entreprises à travers le monde qui ont consenti d'énormes efforts et sacrifices face aux impacts endogènes et exogènes de l'économie nationale et mondiale afin de façonner un futur meilleur et permettre un développement durable. La promotion de l'entrepreneuriat s'impose, non pas comme une opinion, mais bien comme un impératif sans qui la matérialisation de la revanche du sol sur les sous-sols prônés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la promotion de la classe moyenne serait que de vains slogans. 25e Forum africain de l'énergie. L'événement a eu lieu pendant 4 jours la semaine dernière à Nairobi avec un appel à accélérer la transition énergétique. La République démocratique du Congo, pays solution, a été valablement représentée à ces assises par le directeur général de l'autorité de régulation de l'énergie, Sandrine Mubenga. Reportage. En tant que conférencière distinguée à participer au 25e Forum africain de l'énergie à Nairobi au Kenya, Dr Sandrine Mubenga, directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE en sigle, a présenté aux grands investisseurs ce jeudi 22 juin les projets et les opportunités d'investissement de la République démocratique du Congo.
Profitant de l'honneur accordé à la RDC au Kenyatta International Convention Center, la patronne de l'ARE a positivement vendu l'image du pays, plaidant devant plus de 2000 investisseurs du monde entier. Cet événement, ouvert officiellement le 20 juin dernier par le président kenyan William Ruto, en effet, réunit des intervenants clés, des régulateurs, des leaders d'opinion et des décideurs du secteur mondial de l'énergie. Plus important et productif, le Forum international de l'énergie en Afrique, l'AEF 2023, offre aux participants une opportunité d'avoir des conversations honnêtes et interactives sur ce que l'Afrique veut et a besoin, mais aussi sur comment les investisseurs internationaux peuvent répondre à ces besoins. Une équipe costaude représente la RDC à ses assises où des gouvernements de toute l'Afrique sont venus rencontrer des investisseurs internationaux, d'autres gouvernements et des leaders mondiaux de l'énergie. Aux côtés du docteur Sandrine Mubenga, il y a son collègue DG de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, M. Idesbald Chinamula, et aussi la présidente du conseil d'administration de l'ARE, Mme Sylvie Olela. Tous avec à leur côté Mme Allegra Tumba, directrice chargée de l'administration et des finances de l'ARE, ont été invités à intervenir et ont vendu positivement l'image de la RDC. Revenons à Kinshasa pour parler de l'ouverture par le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, des conférences de performance et conférences budgétaires 2023-2024, des activités favorables à l'orientation des choix des politiques publiques du gouvernement et l'évaluation des performances de l'exercice passé. On fait le point avec Rekin Zouziloya. Une innovation dans le processus budgétaire en RDC, c'est la conférence des performances. Elle se positionne juste avant les conférences budgétaires traditionnelles. C'est pour la toute première fois qu'elle va offrir un cadre d'échange sur la gestion des politiques publiques entre les ministères sectoriels et le budget, au travers de la Direction générale des développements et suivi des performances. Question d'évaluer en courbe ascendante la mise en œuvre des actions prioritaires du gouvernement. Les présentes conférences de performance que j'ai l'honneur de présider l'ouverture sont une étape primordiale du processus d'élaboration du budget de l'État. Elles s'inscrivent aussi dans le cadre de préparation des projets annuels de performance 2024-2026. Le secrétaire exécutif adjoint du COREF s'est réjoui, au nom de son institution, de l'appui légendaire qu'apporte la Banque mondiale à travers le projet Encore. Angéline Boulemi évoque l'importance de la réunion. Quelques jours de l'organisation des conférences budgétaires, le ministère du Budget nous convie à cette conférence de performance. L'organisation de ces deux activités au cours de cette période concourt au respect du calendrier budgétaire, un des facteurs de la stabilité du processus budgétaire et de ce fait de toute la chaîne de planification stratégique. Les parties prenantes vont donc orienter 10 jours durant le choix budgétaire afin d'opérer des ajustements sur les objectifs et les indicateurs, a souligné le secrétaire général au budget. Poursuite de la mission de contrôle dans les entreprises sur le respect de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. C'était par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance, Miguel Kachal-Katembe. À l'étape des entreprises CREC 7 et CREC 8, les responsables de cette mission affirment leur disponibilité à collaborer avec l'ARSP. Reportage. En cette période de contrôle dans les sociétés principales et porteurs d'affaires, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé poursuit activement ses activités sur le terrain. Aujourd'hui, il a placé le cap sur les entreprises des grands travaux, CREC 7 et CREC 8. Ici comme ailleurs, les responsables se montrent plutôt favorables pour travailler dans la collaboration avec les OPJ de l'ARSP afin de mettre à leur disposition les éléments d'information nécessaires. Alors on a bien échangé avec monsieur le directeur général. Alors on a discuté beaucoup par rapport à les travaux dans le grand cadre de Sino-Congolais. Et on va respecter la loi et on va respecter cette inspection pour l'inspecteur. Faisant référence au séjour de travail en Chine du premier des Congolais, l'honorable Miguel Katem Kachal
pense que cela va ouvrir encore davantage les nouvelles opportunités aux entreprises et sous-traitants congolais. Puisque les défis de la mise en œuvre effective de la loi qui régit la sous-traitance en RDC est énorme, le DG de la RSP se montre de plus en plus déterminé pour présenter des meilleurs résultats au président de la République, cela au bénéfice des entrepreneurs congolais. L'inspecteur général de finances, Jules Alengeti, a reçu le week-end dernier le nouveau comité de la société Kobil. C'était dans son cabinet de travail, conduite par le président du conseil d'administration de Kobil, Jean-Thierry Mosenepo. Ces nouveaux mandataires de l'État ont échangé sur la bonne gouvernance de cette entreprise pétrolière Kobil SA. C'est un commentaire de Francine Atomissi. Désigné à la tête de la société Kobil, conduit par le président du conseil d'administration Jean-Thierry Mosenepo Mototo, ont été reçus ce week-end par l'inspecteur général des finances Gilles Alingeti. Les deux parties ont échangé sur la bonne gouvernance et l'accompagnement de l'inspection générale des finances IGF qui a déjà procédé à l'audit de Kobil pour la période 2019 à 2022. L'inspecteur général des finances a communiqué aux nouveaux mandataires de Kobil les principaux paramètres de gestion de cette entreprise de l'État. Il était impérieux pour l'équipe de Kobil de se rapprocher de l'inspecteur général et chef des services de l'IGF afin de mieux intérioriser l'implémentation de la bonne gouvernance, a dit le PCA de Kobil SA, Jean-Thierry Mosenepo Mototo. En tant que gestionnaire, nous avons eu donc le souci premier de pouvoir approcher l'IGF, qui a déjà eu à faire des encadrements autour de Kobil, et des encadrements qui ont donné des fruits, pour essayer de nous rassurer de son accompagnement, mais aussi d'avoir ses orientations en ce qui concerne cette question d'implémentation de la bonne gouvernance. C'est la raison de notre visite, et elle ne sera pas la dernière, car nous avons eu ici une oreille qui nous a promis non seulement de l'accompagnement, mais aussi de l'aide, pour que demain, notre gestion puisse être réellement orthodoxe. Le nouveau comité de gestion de Kobil SA tient à la réussite de leur mandat à travers des actions de bonne gouvernance. Au chapitre des infrastructures, sachez qu'une forte délégation composée des experts responsables de différentes entreprises publiques du réseau routier congolais, conduit par le PCA du Fonds d'entretien routier Foner de Ale Alonso, a séjourné à Namibie pour des échanges avec le Foner namibien sur la technologie à appliquer dans les entreprises routières en terre battue. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Rodé Panda. Les routes de la République de la Namibie sont en terre battue. Elles sont très stables et durent longtemps grâce à des méthodes modernes appuyées par la nouvelle technologie pratiquée depuis environ une dizaine d'années. La RDC voudrait expérimenter cette façon d'entretenir et maintenir les routes en terre battue. Et une forte délégation des experts responsables de différentes entreprises publiques en charge du réseau routier en RDC, avec en tête le comité de gestion de fonds d'entretien routier Foner, représenté par le président du conseil d'administration, le PCA de Alonso Lubika, s'est rendu en Namibie. Les séances de travail étaient consacrées à des échanges en termes d'enseignement suivis de la descente sur le terrain. Précision du PCA du Foner. Nous sommes ici sous l'invitation du Fonds d'entretien routier namibien, l'équivalent du Foner congolais. Nous sommes venus ici pour voir leur technique de stabilisation des routes en terre battue, parce que nous devons implémenter cette technologie-là au Congo. Nous voulons changer la manière de faire les choses en ce qui concerne le traitement des routes en terre battue. La Namibie a montré la volonté de pouvoir nous accompagner. La Namibie est un pays exemplaire qui détient le réseau le plus performant de toute l'Afrique selon le classement, donc nous avons choisi les meilleurs. Dans la suite de la délégation et aux côtés du PCA du Foner, il y avait le directeur général du Foner, Pierre Bundoki, le directeur général de l'OVD, Victor Ntumba, Chikela, le directeur général de l'Office des routes Monzélé, le représentant du bureau technique de contrôle, le chargé des missions du BSECO et celui de l'Office des voies et des recettes agricoles, OVDA. Revenons en RDC, plus précisément dans le Grand Bandundu, pour parler de la réhabilitation de l'axe routier Bachamba, Gungu et Kakobola par l'OVD. Blaise Bokokessanza était dans la suite.
Là où passe la route, le développement s'ensuit, dit-on. Conscient de cette réalité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris l'option de réhabiliter les axes routiers disséminés à travers le pays. C'est le cas de la route de Kakobola, en passant par Gungus à partir de Bachamba, longue de 75 km. Longtemps plongée dans l'oubli, la route de Kakobola manifeste déjà un sourire quand elle a vu les engins déployés pour sa réhabilitation. Les travaux seront exécutés par Afritec sous le regard vigilant de l'Office des routes. Le bureau technique de contrôle, lui, s'invite pour le respect des règles de l'art. Notabilité, chefs coutumiers, la population locale ont manifesté la joie de faire le déplacement de Bachamba pour saluer le coup d'envoi des 10 travaux, à l'instar du gouverneur de la province de Kulou qui a donné les goûts. Depuis un temps, il y a un chérissement de pluie par-ci par-là et la route vient pour alléger le peine des gens et aussi faciliter le déplacement des marchandises, des personnes et des derniers. Travaux salués par le directeur général adjoint de l'Office des routes, le professeur Sélé Ekoto, qui a fait le déplacement du Kulou pour ce faire. Il n'y a pas de route sans développement, raison pour laquelle nous sommes là, pour appuyer les actions du chef de l'État. Et le développement, en fait, qui doit partir de la base. Dans le cas de 145 territoires, le président de la République, Fachi Beto, il n'est pas venu au pouvoir pour avoir des fermes partout. Et voilà aujourd'hui les routes qui va nous laisser. La durée des travaux est de 6 mois, hors intempéries. Une raison pour la population locale d'apporter toutes les facilités à ceux qui exécutent les travaux sur le terrain, car il y va du développement de cette contrée. L'hôtel de ville de Kinshasa ne ménage aucun effort en ce qui concerne l'assainissement du milieu. Béatrice Chako nous parle de ce qu'a été la sensibilisation Kinbopeto, l'opération Kinbopeto à Massina. Reportage. Kinshasa Bopeto, cette vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour redorer le visage de la capitale est portée à cœur par toute la population congolaise, plus spécifiquement les Kinois, et la crème intellectuelle n'est pas en reste. C'est dans cette optique que les femmes de médias ont lancé l'opération Mwasi Bopeto Bikisa Moninga. La tribune des femmes de médias s'est mobilisée pour travailler sur la salubrité chaque semaine dans toutes les communes de la capitale. C'est de cette manière qu'elle envisage revêtir Kinshasa de sa plus belle robe d'antan. Le week-end dernier, ces femmes de médias, avec en tête Rachel Chako, ont sensibilisé la population de la commune de Selembao en compagnie du bourgmestre de la dite commune, déterminé à prêcher par l'exemple avec bêche et d'autres outils de travail à la main. Le bourgmestre n'a pas manqué de mots pour encourager ces braves dames de médias. La tribune des femmes des médias fait appel à toutes les plateformes, associations et regroupements sociaux d'emboîter les pas, car rendre l'environnement propre est une affaire de tous. Et puis cette conférence débat sur la création d'une nouvelle classe politique en RDC par les étudiants, une conférence animée par les étudiants de la faculté des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. L'orateur du jour, Patrick Onoya, propose la révision de la loi portant l'organisation et le fonctionnement des partis politiques en RDC. Reportage. Un rencontre hautement scientifique a permis aux apprenants de la faculté des sciences politiques de l'université de Kinshasa à réfléchir sur la création de la nouvelle classe politique. Selon ces étudiants de cet allemandataire, la production politique congolaise est insuffisante. La classe politique congolaise est caractérisée par le clivage tribal, la corruption, les détournements des deniers publics, ont-ils indiqué. Pour Patrick Onoya, la loi cadre portant sur le fonctionnement et l'organisation des partis politiques doit être révisitée. Question d'apporter des innovations obligeant des partis politiques à avoir un contrat social avec les peuples. À son tour, la population doit être exigeante face aux politiciens, a-t-il martelé. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Ça signifie qu'à la fois ils peuvent se plaindre des dirigeants politiques congolais, donc de la classe politique de manière générale, mais aussi ils doivent se rendre compte qu'il est important
qu'il puisse être de plus en plus exigeant envers les acteurs politiques pour les obliger à pouvoir augmenter le niveau de prestations politiques. Et cette augmentation des exigences pourrait passer par l'existence d'un contrat social entre dirigeants et dirigés qui créerait ce devoir de redevabilité. La mise en place d'une brigade de vérification de l'épanouissement des partis politiques et de leurs membres sur le terrain s'avère importante, a conclu Patrick Onoya. Et puis, l'Institut technique commercial de Mweka a servi de cadre au lancement des examens d'État édition 2022-2023 par l'administrateur du territoire de Mweka. Franklin Claire Kalombo, reportage. Le centre Mweka 4, situé à l'Institut technique commercial de Mweka, a servi de cadre ce lundi 26 juin 2023 au lancement de la session ordinaire des examens d'État édition 2023 en territoire de Mweka par François Mingambengele, administrateur des territoires, qu'accompagnait le directeur provincial EPST Kasaïdo Joseph Nkongolo Chimini, IPP Kasaïdo Jean Makasinga Agimondo, qui, par ailleurs, donne ici le statistique de candidats finalistes attendus à ces épreuves certificatives en territoire de Mweka. Kasaï 2 attend 18 333 candidats, dont 6 790 filles. Alors, ces 18 333 candidats sont répartis dans 67 centres d'examen d'État. Un bon père de famille, Joseph Nkongolo Chimini, a dans son adresse des circonstances émis le vœu de voir ces épreuves se dérouler dans un climat de paix dans sa juridiction. Chers enfants, nous vous prions à ce que la discipline puisse régner. Nous pensons pour ce faire que votre engagement va traduire la réussite et l'élévation de la République. C'est ainsi que l'avenir du Congo, c'est déjà aujourd'hui. C'est aujourd'hui et avec vous. La jeunesse de l'UDPS de l'espace Grand Bandundu monte au créneau pour condamner les violences ethniques et discours tribal. À cet effet, les jeunes appellent la population de l'espace Grand Bandundu à réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette partie du pays. Alain Mbikaï, reportage. Jeunes de l'UDPS de l'espace Grand Bandundu, souciés de notre devoir patriotique et celui de l'intérêt général de nos trois provinces pour leur développement d'une manière générale et particulièrement dans le cadre spécifique de certaines réalisations, notamment la gratuité de l'enseignement, la réhabilitation du stade de Kukwiti, le barrage de Kakobola, le projet des 145 territoires en cours d'exécution. C'est ici l'occasion pour nous de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts entrepris afin de développer notre espace et pour avoir élevé certains jeunes de notre espace au poste de responsabilité. Nos remerciements vont également à notre secrétaire général Augustin Kabouya Mwanabouté, qui ne ménage aucun effort à consolider nos liens en tant que fils et filles tshisekédistes au sein du parti. La jeunesse de l'UDPS de l'espace Grand Bandundu met en garde les tireurs de ficelles qui s'arrogent en des familles dans notre espace au conflit Deke Yaka. La jeunesse de l'UDPS de l'espace Grand Bandundu demande à la justice d'interpeller toute personne impliquée comme auteur et co-auteur. En outre, nous décourageons tout discours ethnico-tribal qui est devenu monnaie courante par la fabrication des politiciens de l'opposition à mal de positionnements qui sont d'ailleurs bien identifiés. La jeunesse de l'espace Grand Bandundu réitère son soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui promet de travailler d'arrache-pied pour sa réélection à la magistrature suprême. Politique encore pour terminer ce journal. La fondation Patrick Tshisekedi s'élargit avec une nouvelle structure dénommée Maman Oye. La cérémonie de présentation officielle de cette nouvelle structure s'est déroulée le week-end passé dans la commune de Kalamo. C'est un reportage de Joël Makela.
Créée il y a 4 ans, la Fondation Patrick Tshisekedi, FPT, reste déterminée à prendre du volume et de l'ampleur au sein de la société congolaise afin d'atteindre ses objectifs. Mama Oye, c'est une nouvelle structure qui vient d'intégrer cette fondation Patrick Tshisekedi, FPT, pour y apporter un plus. Composée essentiellement des femmes, elle sera dirigée par Madame Jemima Kimbandi. En plus de l'objectif social, la Fondation Mama Oye s'engage et poursuit un objectif spécifique, celui de soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, précise la présidente de l'organisation féminine FUNA, Claudine Yakasongo, lors de la présentation de cette nouvelle structure au sein de la Fondation Patrick Tshisekedi. Nous les mamans, on s'est dit qu'on ne va pas rester comme ça. On va se mettre debout pour accompagner le chef de l'État dans ces structures pour donner un second mandat. Une minute de silence observée en mémoire des nombreuses femmes qui ont trouvé la mort dans la partie est de la République suite à la guerre imposée à la RDC par certains pays voisins. Plusieurs cadres de la Fondation FPT ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, notamment le coordonnateur général Joseph Katende, qui a représenté le fondateur de l'ONG, le coordonnateur adjoint Kajoka Beya et le secrétaire général Benjamin Zola, pour ne citer que cela. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Il a été réalisé par Patrick Bakwilaya Moulamba et Papi Nguinamaou. L'équipe technique était assurée par Alain Sodi, Jean Simaele, Émile Zola et Henri Alimassi. Un journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Assidouga. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.